Bonjour tout le monde, on se retrouve dans ce nouvel épisode pour partir à la découverte d'un tableau bien mystérieux qui depuis le 19e siècle ne cesse de faire couler de l'encre. Les époux Arnolfini conservaient la National Gallery de Londres, peint par Jan van Eyck aux alentours de 1434, fait aujourd'hui partie de mes tableaux préférés, par sa technique, ses couleurs, sa période et probablement plus pour tout le mystère qui se dégage de la toile. Tel que nous le voyons, un intérieur richement paré, probablement une chambre dans laquelle deux figures sont peintes. Un homme sur la gauche, accompagné de son épouse à sa droite devant un lit. Cette peinture à l'huile, exposée depuis 1843 à la National Gallery de Londres, traversa les siècles jusqu'à devenir l'une des toiles les plus appréciées du musée londonien. Cependant, loin d'une représentation classique d'un couple, nous pouvons nous demander qui sont réellement cette femme et cet homme, représentés en pied, debout dans leur intégralité, ne se regardant pas et paraissant pourtant si proches. Commençons par comprendre qui sont les Arnolfini. Famille de riches négociateurs italiens, ils doivent leur richesse au commerce de la soie. Bien que nous parlons aujourd'hui des époux Arnolfini, aucune description précise ni titre fut apposé par l'artiste lui-même. En effet, l'idée qu'un des membres Arnolfini soit pas en compagnie de sa femme remonte à de nombreuses descriptions écrites au travers des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ces mentions sont précieuses et nous éclairent sur certains points, notamment l'inventaire de Marguerite d'Autriche daté de 1516 mentionnant un tableau de Ernoul le Fin et sa femme. Mention qui se répète dans les inventaires jusqu'en 1794 accompagnée du nom du peintre sous diverses formulations telles que fait de la main de Johann. Le tableau nommé Ernoul le Fin entre son exécution et 1516 ne nous indique pourtant pas avec certitude la présence d'un des membres de la famille Arnolfini. La dénomination Arnoul prenant ainsi plusieurs significations telles que le saint patron des coquillards, autrement dit des cocus. Debout dans une chambre, les deux figures paraissent dominer l'ensemble de la pièce par leur grandeur. Visible de face, le miroir convexe réfléchit leur silhouette de dos. Ils semblent se tenir devant deux autres figures, peints de rouge et de bleu, un dispositif qui ne permet pas au spectateur de comprendre la nature de l'événement auquel participent l'homme et la femme. Aussi étrange que cela puisse paraître, seul un chien, un griffon bruxellois nous regarde. Il fait office de personnage admoniteur et permet aux spectateurs de s'immiscer dans l'œuvre. Le couple ne se regarde pas et laisse aller leur regard vers les deux personnes se tenant face à eux. L'homme est vêtu d'un grand chapeau noir, d'une huque de velours et de fines bottines noires. La pièce, quant à elle, se compose d'un lit au drapé rouge, d'une fenêtre à meneaux sous laquelle un coffre est peint avec 3 oranges, symbole important à Bruges au XVe siècle. Un chandelier trône au milieu de la pièce et vient marquer le centre de la composition. D'ailleurs, seule une flamme d'une seule chandelle est allumée. Selon Panofsky, cette bougie renvoie au cierge qu'on allume dans la maison des mariés. D'autres parlent de symboles sexuels, de l'évocation de Sainte Marguerite ou encore de la vie. Si l'histoire de la peinture flamande ne vous est pas inconnue, il est alors facile de reconnaître la richesse des intérieurs flamands, souvent peints avec une grande minutie descriptive. Le miroir, placé au centre de la composition, tel un œil, un regard sur l'intimité de cette scène, est orné de 10 médaillons représentant la passion du Christ. Nous pouvons notamment apercevoir le Christ au jardin des Oliviers, le Christ devant Pilate ou encore la flagellation. Par ce miroir, l'artiste ouvre la scène et ne clôture pas sa composition à la simple représentation d'un couple. Car en réalité, le tableau nous révèle deux binômes, le couple tel que nous le voyons de face, ainsi que deux autres figures dont le reflet est visible dans le miroir. Vêtus de rouge et de bleu, ils semblent rentrer dans la chambre et faire face au couple se tenant la main. Mais alors, que se passe-t-il vraiment ? Est-ce la représentation d'un mariage, de fiançailles, d'un tableau post-mortem, d'un portrait de couple présentant la future maternité de l'épouse ou tout simplement un autoportrait de l'artiste ? En effet, ce mystère quant à l'iconographie est dû à la pénurie d'informations sur la toile et son histoire. Malgré divers inventaires, aucun élément clé n'est parvenu jusqu'à nous afin de construire un réel propos sur cette œuvre. Selon moi, il est bon de ne pas partir à la recherche d'une vérité, mais de comprendre pourquoi autant de possibilités sont envisagées pour cette peinture.
Tout d'abord, la signature de l'artiste. Elle est l'un des éléments les plus visibles de la toile, au-dessus du miroir, et nous donne un indice troublant. Non pas Jan van Eyck fit ou acheva traditionnellement employé en peinture, mais bien Jan van Eyck fut ici en 1434. Une ambiguïté qui laisse sous-entendre la présence de l'artiste à cet événement. Indication qui suscita à de nombreuses reprises l'envie d'y voir Jan van Eyck lui-même peint dans la toile. Ou encore l'idée d'un événement plus solennel auquel lui-même aurait été invité. Il aurait alors décidé d'immortaliser ce moment sur la toile. En effet, le couple, bien que ne se regardant pas, est lié par ce geste de la main au centre de la composition. La main gauche de la femme repose sur son ventre bombé, qui laisserait alors présager une grossesse. Mais sa posture est trompeuse. En effet, ce type de robe de chambre bombée est courant. Il ne se limite pas à la sphère païenne, mais se retrouve également dans l'iconographie religieuse. Regardons le triptyque de Dresde, peint lui aussi par Van Eyck. Une étrange similitude apparaît entre les postures des deux femmes. Sainte Catherine d'Alexandrie paraît elle aussi enceinte. Et pourtant, il s'agit bien d'une sainte revêtue de ses attributs. À ses pieds, la roue du supplice, une couronne et un livre ouvert, symbole de son érudition. Cette tenue est habituelle à la Renaissance et peut s'avérer être trompeuse. Ainsi, tous ces éléments visent à faire du tableau de Van Eyck une peinture incertaine, où plusieurs lectures sont envisageables. Nous pouvons en effet imaginer qu'il s'agit bien d'un portrait de couple avec Giovanni Arnolfini, accompagné de sa femme, que Van Eyck peindra d'ailleurs quelques années plus tard dans ce portrait de 1436. Mais il s'agirait probablement d'un tableau posthume où Giovanni souhaiterait rendre hommage à sa défunte épouse morte en couches, Jeanne Senami, d'où la main déposée sur le ventre et l'unique flamme de la chandelle disposée au-dessus de l'homme encore en vie. Probablement un hommage funèbre, mais une hypothèse tout de même. Une autre lecture plus solennelle et plus convaincante nous pousse à imaginer un mariage où le peintre serait en effet présent pour immortaliser ce moment sur la toile. Nous pourrions ainsi voir Van Eyck se réfléchissant dans le miroir convexe sous les traits de l'homme en bleu. Hypothèse qui viendrait renforcer la signification de la signature qui, je le rappelle, nous indique que Van Eyck était présent ici en 1434. D'autant plus que la position des mains jointes du couple et l'avant-bras droit de l'homme évoquent le serment du mariage, couramment représenté à la Renaissance. La seule bougie allumée en pleine journée pourrait également être une référence au cierge des mariés. Étonné de ne pas y voir davantage de figures peintes pour cet événement, cela s'explique pourtant par le fait que le mariage est l'unique sacrement qui ne soit pas dispensé par le prêtre. Cette méthode fut révolue lors du Concile de Trente en 1563. Autant d'incertitudes pour une œuvre si importante dans l'histoire de l'école flamande que Van Eyck représente en maître, mais qui, malgré les doutes, nous révèle le génie de l'artiste à immortaliser sur la toile le visible et l'invisible. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à commenter, partager et mettre un petit pouce bleu, c'est toujours super encourageant pour la suite. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.